discours. Quel bonheur. C'est pour ça qu'on a préféré faire le pot avant. Non, un premier discours qui n'est pas de moi, du coup, qui est de Clara Guillaumard, maire adjointe à Jansiou-Pigerolles, et qui a très lourdement porté quand même tout au long avec les partenaires ce processus du centenaire du monument. Et donc il paraissait à peu près normal que ce soit elle qui s'exprime en premier ce soir pour cette remise des prix. Bonsoir à toutes et tous. En cette heure de célébration et de convivialité, accompagnée par le doux bruissement des sonnailles de mon alpage, j'ai des pensées toutes particulières pour ce qui se passe en ce moment dans la salle des fêtes de Jansiou. Ce soir, vous avez la possibilité de vous retrouver pour partager sereinement un verre de l'amitié, un savoureux repas, passer une belle soirée sans crainte pour votre survie. Ce n'est pas le cas partout, tout le monde le sait. Mon intention n'est pourtant pas ici de plomber une soirée à laquelle je ne peux pas assister, mais de vous inviter à en profiter pleinement. D'aller vers celles et ceux que vous ne connaissez pas, car cet orphelin dont nous finissons de célébrer l'anniversaire brandit aussi, à travers le centenaire de son exhortation à la paix, une invitation aux humains à entrer en fraternité les uns avec les autres. Ce soir, je tiens surtout à remercier en tout premier lieu les 141 candidates et candidats qui ont honoré de leur candidature la mémoire de notre orphelin. C'est de toute la France et même de Belgique et de Suisse que des hommes et des femmes de 14 à 80 ans se sont laissés inspirer par notre proposition d'envoyer une lettre à l'écolier du monument. Face à toutes ces candidatures, un vaillant jury bénévole s'est attelé à lire et relire toutes ces confidences épistolaires, riches en émotions et en questionnements de fond. Que les membres du jury soient ce soir chaleureusement remerciés pour leur travail de fourmi et pour avoir enduré les déchirements occasionnés par la nécessité de choisir, de sélectionner. En effet, de nombreuses lettres ont fait l'objet de coups de cœur et ne seront pourtant pas récompensées ce soir. Un grand merci, c'est bien aimable à vous, monsieur le conseiller départemental. Cher au moins ça. Un grand merci une nouvelle fois à l'association La Courtine 1917 qui nous soutient encore et toujours dans nos initiatives à travers le quatuor des passeurs d'espoir présents ce soir, mais également au Club de l'Amitié qui, sans surprise, organise à merveille le déroulé des festivités. C'était prévu à l'avance, mais c'est déjà réussi. Merci à la Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine, présente ce soir, pour avoir apporté son soutien financier à l'ensemble des événements de ce centenaire, ainsi qu'à la scène nationale d'Aubusson pour sa généreuse contribution aux récompenses offertes aux lauréats. Enfin, évidemment, un grand bravo aux 3 lauréates et aux 3 lauréats que vous allez découvrir ce soir, avec une mention particulière pour la plus jeune de tous les candidats, qui a bluffé le jury. Puisse-t-elle envoyer sans ménagement au compost le plus proche sa croyance qu'elle n'est pas douée pour écrire. Bonne soirée à toutes et à tous. Bon, j'en viens à mon discours. Après ce discours à distance, presque par hologramme, hein, on n'a pas encore la technologie mais on n'est pas loin, depuis les Alpes drômoises, je vais me placer en continuité pour encore remercier chaleureusement l'ensemble des participants, tous les partenaires de ces événements qui ont ponctué l'ensemble de l'année 2023 et que nous clôturons aujourd'hui. Le centenaire du monument aux morts de Jansiou s'est voulu comme une occasion de questionner le sens du mot paix et le replacer au centre des discussions. Il serait présomptueux d'oublier d'ailleurs que l'année 2022 avait alors largement contribué à la chose en nous montrant à tous que la paix est justement chose fragile et qu'elle n'est jamais acquise, y compris en Europe. Nos prédécesseurs à la municipalité ont fait le choix, il y a 100 ans maintenant, d'un message clair, maudite soit la guerre. Un message qui, s'il n'était pas du goût des hommes en uniforme, peut encore aujourd'hui être repris par l'innombrable foule de celles et ceux qui subissent encore la guerre. Célébrer le centenaire de l'orphelin de Jansiou, dans le contexte international et politique actuel, est un geste fort, résolu. Il nous appartient de mesurer à cette heure le subtil équilibre qui existe entre vouloir la paix et ne pas laisser l'oppression l'emporter.
Mais si l'heure est sombre, le moment que nous vivons ce soir se doit justement d'être lumineux, flamboyant, doux et heureux. Être ensemble, découvrir des créations et apprécier le choix des mots prononcés, la chorégraphie des gestes et le goût d'un repas partagé sont autant de manières d'apporter une lueur d'espoir et de fraternité. Un tel moment n'aurait pas été possible sans l'ensemble des partenaires que Clara vient de rappeler, l'association La Courtine 1917, le Club de l'Amitié de Jean-Sioux-Pigerolles, la scène nationale et même l'État, au travers de la DRAC, ont tous à leur manière permis un tel moment. Je n'ai pas eu le temps de consulter la richesse et la diversité des 141 lettres adressées à l'orphelin de Jean-Sioux. Peut-être un jour l'aurai-je. Néanmoins, c'est avec un profond respect et une volonté d'inscrire ce moment dans la durée que la municipalité a d'ores et déjà engagé un travail avec un groupe d'habitants, de lauréats et de partenaires afin de parvenir d'ici la fin de l'année à l'édition d'un ouvrage marquant ce centenaire pour les générations qui nous suivront. Je ne peux enfin décemment pas conclure mon propos sans adresser à nouveau, au nom de la municipalité de Jean-Sioux-Pigerolles, mes plus sincères félicitations aux lauréats du concours d'écriture et mes profonds remerciements à toutes les participantes et tous les participants. Merci toutes et tous, et maudite soit la guerre. Bravo. Bonsoir à tous. Écoutez, vraiment, autant en tant qu'élu que prof, je suis extrêmement heureux d'être là ce soir. Alors vous allez dire, c'est une formule que tous les élus prononcent quand ils vont quelque part. Mais je peux vous dire à quel point je suis vraiment heureux d'être là, et en particulier le prof, puisque deux de mes élèves, anciennes élèves ou encore élèves, puisque Olga me subit encore cette année, ou m'a subi encore cette année, ce qui fait que tu es très très motivé pour avoir le bac, parce que comme ça au moins tu ne me verras plus au lycée. Donc Myriam et Olga sont là et seront donc sont lauréates et auront un prix tout à l'heure, et je suis vraiment très fier de vous. Leur participation à L2, la participation de leurs camarades, aussi bien en nombre et en qualité, parce que tu as souligné la qualité des courriers, enfin des lettres à l'orphelin que vous aviez reçues. Tout cet investissement montre bien que lorsqu'on dit les jeunes ne s'intéressent à rien, c'est totalement faux. Moi j'en croise tous les jours qui s'intéressent à beaucoup de choses et qui s'intéressent en particulier à la Première Guerre mondiale. Il y a une vingtaine d'années, le Nouvel Observateur, qui s'appelait comme ça alors, avait titré 14-18, cette guerre qui nous hante. Je crois qu'elle ne hante pas que les profs d'histoire comme moi. Je pense qu'elle nous hante tous et qu'elle hante encore les élèves, j'allais dire les enfants, les élèves aujourd'hui, qu'ils soient en troisième ou en première ou en terminale. Je dis en première parce que c'est dans le programme de première. Je crois que ça les interroge profondément sur comment on a pu en arriver là. Bon, ça on arrive à l'expliquer, mais toujours avec cette question qui les hante, qui me hante. Ça fait 32 ans que je suis enseignant, ça fait 32 ans je pense que j'enseigne cette Première Guerre mondiale, et toujours cette même question, malgré toutes les explications du monde, toujours cette question, mais comment ils ont fait pour tenir dans cet enfer des tranchées. Et c'est donc, ce concours participe à rendre hommage à ceux qui sont tombés, à ceux qui sont revenus, et sans doute on ne revient jamais d'une telle guerre. Et donc bravo d'avoir organisé ce concours, et puis tout ce que vous avez fait, municipalité et autres partenaires, autour du centenaire. Et puis tu le disais, ce centenaire a d'autant plus de sens qu'il arrive à un moment où la guerre est de retour à nouveau sur le continent. Quand on dit la guerre est de retour sur le continent européen, je trouve qu'on va un peu vite, parce qu'il y a 30 ans, 200 000 Bosniaques ont été assassinés par d'autres en Europe. Et donc c'est pas tellement le retour, c'est un nouveau rebond d'une guerre. Et cela nous invite à penser qu'effectivement, comme en 14, le nationalisme conduit à la guerre. C'est valable hier, c'est encore valable aujourd'hui. Et puis ce qui a conduit à la Deuxième Guerre mondiale est venu gentiment par une élection. Suivez mon regard, mais je crois qu'il convient de ne pas l'oublier dans le moment terrible que la France traverse en ce moment. Donc écoutez, vraiment, tout ça a un sens important, et c'est, je pense, aussi pour ça qu'on est aussi nombreux et qu'il y a eu autant de participants à ce concours littéraire, donc la lettre à l'orphelin. Donc vraiment, bravo aux lauréats, bravo aux autres, bravo aux organisateurs. Un seul mot, merci. Merci beaucoup, Benjamin. Eh bien, sans plus attendre, je pense qu'on bascule sur l'autre partie de cette soirée, celle pour laquelle vous êtes venus à la base.
Merci, messieurs. Je suis le facteur de la paix. La paix est au pied de la lettre. Et si mon sac est très épais, c'est qu'il y a au pied de l'être humain, seul destinataire de tout ce fabuleux courrier. Car cet enfant est centenaire, au cas où vous ne le sauriez. Et oui, mon cher, il y a une lettre pour toi, pour vous. Dois-je vous tutoyer? Toi qui es un enfant, dois-je te vous voyez, vous qui avez 100 ans? Quand je te vois, je pense à ces centaines de milliards de fermiers qui ont dû laisser leurs fermes, leurs moissons, activités nobles et utiles, pour partir au massacre, ignoble et inutile. Et quand je pense que la prochaine moisson soit une moisson de cadavres, ça me nave. Ça me nave. Enfin, voici la lettre. Chez nous, le lendemain de la bataille, on est venu quérir les fermiers. J'avance semé que de bottelets de paille dans le cul de la tromperie, un fumier. Et nous de juments écouettelés, je suis parti rasant les bords. Des guerriers blancs, des vignes gelées, pour aller relever les morts. La vieille jument grichait l'oreille et v'là-t-il pas, tout en marchant. Je faisais lever une volte de corneille, comme ça, juste au milieu de mon champ. Dans le champ qui était une lausarnière, afin de mieux gîter un coup d'yeux. Je me guche dessus le fait d'une tétière et quoi que jouer, ah, nom de Dieu. Dans mon arpent des guérouettes, j'en avais ramassé trois avec pénette. J'en avais ramassé trois, deux mobelots, un bavarouais. J'ai croisé le facteur, je me demande bien ce qu'il faisait par là. Ah ben non, je me demande plus. Ah, c'est que tu reçois des lettres, toi? Bon, comment ça tu reçois des lettres? Oh, toi, pour les lire, ça va être facile. Mais écoute, si tu veux, allez, parce que je t'aime bien. Moi, je vais te la lire, ta lettre. T'as de la chance, tu sais, de recevoir des lettres. Bon, t'as pas toujours eu de la chance dans ta vie. Allez, je pose mes courses. Ah, alors, voyons voir qui t'écrit, mon petit bonhomme. Myriam Vivion d'Ain, numéro 3 rue de la Jeunesse. Oh, t'as de la chance. Oh, bah dis donc.
Charles, mon enfant, ce que je viens t'apprendre dans cette lettre m'est très difficile à écrire. Je suis la dernière personne à avoir parlé à ton papa. Laisse-moi te raconter une bribe de son histoire, la dernière partie de sa vie, du moment où je l'ai rencontré et jusqu'à son dernier souffle. Je t'écris depuis le couvent Saint-Thomas, situé à Lille, où j'ai connu ton père. Soldat de 2e classe, Jean Pécard. Il est arrivé chez nous mal en point, mais souriant. On apprit par la suite que ton papa était sur les premières lignes du front de la bataille du chemin des dames. Il faisait donc partie des héros, ceux qui n'avaient pas froid aux yeux, comme ils disent. Les soldats de sa compagnie ne partaient pas très optimistes. Mais ton papa a toujours gardé son sourire avec un seul objectif, revenir pour son fils. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Il avait de belles blessures, mais il disait sans cesse qu'elle laisserait d'aussi jolies cicatrices et des histoires à te raconter. Il est donc arrivé au couvent par l'ambulance. Les autres sœurs et moi, on se répartit les blessés et je me retrouve en charge de ton papa. Depuis ce jour, je n'ai cessé de veiller sur ton papa. Il dormait beaucoup et récupérait bien. Tu sais, nous avons beaucoup discuté, lui et moi. Il me parlait de toi, de la ferme familiale, de ta maman, de comment tout cela lui manquait. J'avais beaucoup d'espoir pour sa guérison. Chaque jour, il mangeait un peu plus, dormait un peu moins. Il n'arrivait néanmoins toujours pas à se lever. En effet, il me répétait que sa jambe droite le faisait souffrir et qu'il ne pourrait pas aider pour les moissons à venir. Cela le peinait beaucoup, crois-moi. Il ne me demandait jamais de nouvelles du front. Il me répétait que sa place n'était pas à la guerre. J'ai très vite compris qu'il avait été appelé, arraché à sa famille, sa ferme. Les semaines passaient de la sorte. Je pensais ses blessures 3 fois par jour, constatant leur guérison faible, mais présente. Je mettais beaucoup d'espoir en lui. Je te le promets. Malheureusement est arrivé ce jour. Je rentrais dans sa chambre et je le vis, tremblant, pâle, son sourire affaibli, mais toujours présent à ma vue. On a beaucoup parlé ce jour-là. Notre conversation était beaucoup plus profonde que les autres jours. Je vais te raconter ce qu'il m'a demandé de te transmettre. Mon petit garçon, Charles, je ne veux pas que tu pleures en lisant ces mots. Si tu les lis, c'est que quelque chose m'est arrivé et que j'ai maintenant rejoint Dieu, qui veillera sur moi pour l'éternité. Je serai toujours présent dans ton cœur, tes souvenirs, et je ne cesserai de veiller sur toi, mon fils. Permets-moi de te demander quelques petites choses. Tu vas grandir, et tu seras assez grand pour aider ta maman aux travaux de la ferme. En attendant, je veux que tu l'épaules, que tu sois là pour elle. Il faut que tu sois fort, mon fils. Il faut que tu te conduises en homme maintenant. L'été arrive avec les foins et les moissons. Je veux que tu fasses ton possible. Ce ne sera pas parfait, très dur, crois-moi, mais il faut être patient pour maman. Modernise la ferme si tu peux. J'ai vu une multitude de nouvelles choses sur le front. Des tracteurs, par exemple. Cela pourrait vous être très utile, Charles. Je n'ai cessé de penser à toi. Tu as été la source de mon espoir. Je m'excuse de ne pas avoir pu te revenir. Sache que je reste à tes côtés pour l'éternité. Mon enfant, ce sont les derniers mots que ton papa a prononcés. Je les écrivais sous sa dictée. J'ai beaucoup prié pour Jean. Malheureusement, Dieu n'est pas parvenu à guérir ses blessures et il l'a rappelé à lui pour éviter de souffrir. Ton papa était quelqu'un de très bien. Crois-moi, il restera dans mes pensées, mes prières à jamais. Je te souhaite une vie heureuse. Tu vas devenir un merveilleux garçon à l'image de ton papa. Alors, prends soin de ta maman, de la ferme, mais surtout, prends soin de toi, Charles. Sœur Lucie, pour ton papa, tombé au champ d'honneur. Myriam,
Vivion. Si Myriam peut nous rejoindre. Benoît a des choses à vous dire, jeune fille. Et nous tous, félicitations, quand on peut encore l'applaudir. Bravo, Scotex, et pour avoir participé à ce concours qui a mobilisé beaucoup de gens, beaucoup de belles énergies. Et donc, Benoît, un peu plus fort. Ouais, Devant le micro. non, là, je ne vais pas faire un discours. Oui, d'accord. Donc, Myriam, voilà un bon d'achat pour la librairie La Licorne d'Aubusson. Et puis, un billet d'entrée pour un spectacle de ton choix au théâtre Jean Lursa. Merci beaucoup. Voilà. Bravo. Bravo. Bonjour, facteur. Bonjour, bonjour. Et c'est encore moi, le facteur de paix. J'ai de la paix plein ma besace et de la boue plein mes godasses, mais au cœur un profond respect. Si je n'ai plus guère de lettres de guerre, j'en ai encore une à remettre. À notre orphelin centenaire. Ah. Oui. Encore une lettre. Ça me fait travailler un peu parce que par les temps qui courent aujourd'hui, avec les ordinateurs et à travers, les gens n'écrivent plus. Je n'ai plus guère l'occasion de livrer les lettres, veux-je dire, de ces échanges de sentiments qui font tant de bien. Aujourd'hui, c'est Guillaume Vadour de Péronne, non, Guillaume Péronne de Vadour, dans le Tarn. Mieux vaut Tarn que jamais. Il paraît que les cerisiers sont en fleurs à Nagasaki en 1945. Drôle de cerisier. Bah enfin, voici la lettre. Ah. Ah, vous avez mon Ah ouais. journal, facteur. Merci. Merci. Ah, bien voilà. Belle lecture. Anatole France disait « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels. » Le grand biologiste et prix Nobel de biologie Jean Rostand disait quant à lui « Dans ce monde si dénué de fraternité, les bombes s'accumulent dans les arsenaux et sans cesse augmente le nombre des pays possédant ou briguant le hideux standing atomique. » Aucune guerre n'est belle, aucune victoire n'est glorieuse, puisque les Tédéums se chantent sur les charniers. Aucun peuple ne vaut plus qu'un autre. Aucune race n'est supérieure à une autre. Aucune patrie ne s'est, au cours des temps, noblement conduite plus qu'une autre. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton devant le résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal on l'a traîné devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu qu'en mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élu immédiatement.
maman, chef du gouvernement. Eh bien, encore une lettre. Qu'est-ce qu'il reçoit comme lettre, ce petit orphelin? Ça doit bien le consoler. Voyons voir. Je peux? Oui, bien sûr que je peux. Allez, je te la lis encore. Guillaume Perron. Dis donc, Ontégré du Tarn. Numéro 3 rue des Adultes. Nagasaki? 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 Japon? 9 août 1945? Ça me rappelle quelque chose. Nagasaki, Japon, 9 août 1945. À toi que je ne connais pas encore. Ton pays me semble tellement éloigné que je ne peux imaginer le temps qu'il faudra à cette lettre pour arriver entre tes mains. Qu'importe, il suffira qu'aujourd'hui elle soit écrite. Mais il me faut commencer par te raconter comment j'en suis venue à t'écrire. Ma grand-mère aime à raconter l'histoire de ce voyageur étranger qu'elle a accueilli en 1923. Il disait avoir fui son pays après cette terrible guerre dont il était revenu si triste et abattu qu'il n'a jamais pu renouer avec sa vie d'avant. Il refusait de dormir, prétendant qu'au regard des cauchemars qui hantaient ses nuits, l'insomnie était un doux repos. En partant, il avait laissé cette étrange photographie de ce jeune garçon à la main tendue vers une sorte de stèle de pierre gravée d'écriture que je ne peux lire. Ce garçon, disait-il, affligé d'une tristesse si forte qu'il ne pouvait pleurer, une tristesse qui ne pouvait s'exprimer que par une effroyable colère. Il maudissait cette guerre qui avait emporté son père et 2 de ses oncles, et à ceux qui prétendaient lui apporter quelque consolation, en répétant qu'ils étaient morts pour leur pays. Il hurlait « Non! Non! Ils sont morts pour rien !» Il y a juste un mois, mon père a été emporté par cette même chose incompréhensible. Et depuis, les larmes qui ne peuvent couler se transforment en cris. Plus rien n'a de sens. Sauf cette photographie et l'histoire de ce garçon qui se tient debout. Ton histoire. Alors, j'ai eu envie de t'écrire, même si je ne sais qui tu es, ni où tu es. Rien ne m'assure que cette lettre te parvienne un jour, mais au moins aurais-je pu témoigner de ce en quoi, dans cette douleur, nous sommes liés. Ici, il fait très beau ce matin. Le ciel est un océan calme, et seul un nuage vient, comme un contrepoint, témoigner en silence de cette immensité. Vu d'ici, il est bien difficile d'imaginer ce qu'est réellement la guerre. On entend beaucoup d'histoires effrayantes, mais n'ayant rien sous les yeux, il est impossible de penser cette chose effroyable qui engloutit tout dans le néant. On raconte ici qu'il y a 3 jours de cela, dans la ville d'Hiroshima, le ciel aurait pris feu. Un feu si intense que tout y aurait fondu. Des personnes disent avoir vu la ville se soulever dans le ciel pour retomber en poussière. Tout ce qui était là se retrouvant mêlé dans une matière informe. Oh, ce sont certainement des histoires destinées à semer la peur. Je ne peux y croire. Les gens disent que nos pays sont ennemis. Je ne puis comprendre cela, car je ne me connais pas d'ennemis. Toutes les personnes que j'interroge reconnaissent elles-mêmes ne pas avoir d'ennemis, mais pour autant semblent croire que la guerre est une chose nécessaire. Je sais qu'elles ne font que répéter ce qu'elles entendent à la radio. Ce dont je suis certaine, c'est que ce que nous éprouvons de douleur est le lien auquel je voudrais par cette lettre donner corps en jetant un pont entre nous. Pourvu que l'avion qu'on entend à l'instant soit celui de l'aéropostale.
À bientôt, mon cher ami de Jansiu. Ameko, ton ami de Nagasaki. Guillaume Perron. Il n'est pas là, mais il sera représenté par Benoît. Voilà. Avec un micro. Avec un micro. Avec un micro, si vous souhaitez. Donc Guillaume Perron, qui n'a pas pu venir et qui est donc lauréat du 3e prix de ce concours. Voilà. Oui, donc Guillaume Perron est de la commune de Vaour, qu'on a bien identifié ici à Jansiu, parce qu'à Vaour, il y a une équipe municipale qui se démène énormément pour faire vivre son village, donc ça nous parle. Bonjour, facteur. Tiens. Bonjour, facteur. Bonjour, bonjour, c'est encore moi. Vive la paix et les facteurs. Et vive les facteurs de paix. Je suis facteur et ça me plaît. C'est un peu un métier d'acteur, de transmettre un texte au lecteur qui annonce la der des der. Je suis un heureux colporteur, fidèle et toujours solidaire. Et c'est pour quand la der des der? Oh, c'est peut-être pas pour aujourd'hui, ni pour demain. Bah, heureusement, nous sommes quelques-uns, quelques-unes, quelques autres à y croire. Je ne sais pas si tu connais Olga Magnier, de Saint-Moreil. Tendez bien l'oreille. C'est elle, aujourd'hui, qui t'écrit. Ouais. Ah. Ah, prends-la, la lettre. Voilà, pas peur. Oh là là. S'il suffisait d'une belle lettre comme celle-là, ah non, je ne l'ai pas lue, mais je le devine, je le sens. C'est un homme de lettres. Que tu as de belles filles, giroflées, giroflas. Dans leurs yeux où le sel brille, l'amour descendra. Dans la plaine on se fusille, giroflées, giroflas. Le soldat violera, le soldat les violera. Tes fils sont forts et tendres, giroflées, giroflas. C'est plaisir de les entendre, à qui chantera. Dans 8 jours on va te les prendre, giroflées, giroflas. L'oiseau les mangera, le corbeau les mangera. Tant qu'il y aura des militaires, soit ton fils, soit le mien, on le verra par toute la terre, jamais rien de rien. On tuera pour te faire taire par derrière comme un chien. Et tout ça pour rien, 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 et tout ça pour rien. Et tout ça pour rien, et tout ça pour rien, et tout ça. Et tout ça pour ça? Mais c'est déjà ça. Tu veux? Oui, bien sûr. Ouvre ton poing, petit garçon. Olga Magnier de Saint-Mareil, c'est dans la Creuse. Numéro 2 de la rue de la Jeunesse. Alors, que nous écrit Olga? C'est pour toi. Petit bonhomme, je ne sais par où commencer cette lettre. Je te vois figé, immortalisé à côté de ton cri. Ce cri forgé par ta colère, ta haine, mais surtout ta peine. J'aimerais te dire que ton père était le dernier, que c'était bête, mais qu'il était le malchanceux final,
et que tu serais le dernier à sentir cette douleur. J'aimerais pouvoir t'annoncer aussi que cette guerre était la dernière, qu'après cela, la bêtise des hommes ne trouverait plus de forme, si dévastatrice à nouveau. J'aimerais enfin pouvoir t'annoncer que maintenant, ce monde a suffisamment évolué pour nous éviter à tous de vivre de si sombres événements. Malheureusement, je ne peux t'annoncer tout cela, parce qu'alors, je mentirais. Je mentirais si je disais qu'aujourd'hui, des millions de personnes ne souffrent pas à cause de guerres et de conflits, que ce soit en Ukraine, au Yémen, en Afghanistan, en Éthiopie, au Myanmar, en Syrie, au Mali, au Niger, en Somalie et dans encore de nombreux autres pays. Les peuples n'ont pas encore appris à bâtir le monde tous ensemble, au lieu de se battre pour en être l'unique ingénieur. Alors ta rage et ta peine, garde-les toujours pour nous, sois notre mémoire, pour que nous n'ayons pas à vivre les mêmes douleurs. Transmets le souvenir de l'horreur aux générations futures, afin que jamais ils ne doivent la traverser. Olga, voilà, je suis heureux de te remettre le deuxième prix le deuxième lauréate de ce concours. Je voulais préciser, je ne sais plus si ça a été dit, qu'il y avait une petite quarantaine de jeunes donc, qui ont participé à ce concours. Bravo à eux. Merci. De la librairie La Licorne et un billet d'entrée pour un spectacle au théâtre Jean Lursin. Voilà. Bravo. Je tiens à préciser que Myriam, donc, que j'ai accueilli en premier, donc, était à 1, donc, aussi creusoise. Benoît, mon micro, s'il te plaît. Ah, tu me donnes un micro, moi je le garde. Eh ben, voilà le facteur. Ah, le facteur. Facteur de chance. Adieu. Puis c'est le facteur de la paix, semer la paix sur son passage. Eût-il fallu bien du tout paix pour en découvrir le message? Mais sages, nous le sommes tous. Puissent les guerriers nous entendre. La vie serait beaucoup plus tendre sans la guerre et beaucoup plus douce. Aujourd'hui, c'est de la ville Dieu que tu reçois du courrier. D'un certain Michel Le Bailly. Ah, bénis soient les souvenirs d'école. Et les chansons de Serge Geroyo. Et les poèmes de Clovis. Clovis Hugues, bien entendu. Oh là, je n'en dirai pas plus. Je me souviens d'être allé à l'école. Ouais. D'avoir appris les modes et les temps. Mais les temps ont bien changé. Et la mode change tout le temps. Ah. Au revoir. Tu rêvais le bien, la vertu civique, l'art épanoui, les hommes égaux et combattailles pour la République, avec des lilas au bout des flingots,
du rêver la paix, les peuples en fête, les glaives brisés, le réveil des droits, et compris aussi la taille à Lisette, quand on avait pris leurs sceptres au roi. Maintenant tu dors du sommeil sans rêve, loin des vastes bruits qu'on jette aux échos. Mais rassurons-nous, ta moisson se lève dans le rouge éclat des coquelicots. Le livre à l'enfant, le droit pour la femme, plus d'être courbé sous les cieux du chat. Nous détrônerons de l'ossone infâme les bardes félons qui chantaient César. Nous verrons crouler la dernière idole, plus d'épis humains tombant sous la faux. Nos bras tailleront des bancs pour l'école, dans l'horrible bois des vieux échafauds. Les flots chanteront au souffle des brises, le dogme fondra comme un vin brouillard. Et quand reviendra le temps des cerises, chaque oiseau du ciel en aura sa part. Et quand reviendra le temps des cerises, chaque oiseau du ciel en aura sa part. Alors, jolie fleur, allez, un petit arrosage de jolis mots. Oh, mais bien sûr. Des jolis mots. Oh, des jolis mots, en fait, des jolis mots. Mais oui, je suis presque aussi impatiente que lui de recevoir ce courrier. Je peux encore te le lire, oui, je peux encore te le lire. Mais oui. Alors, de qui tient-tu ce courrier? Michel Le Bailly de La Ville-Dieu. 2 rue des Adultes. Ils habitent tous rue des Adultes. Nos lauréats. Adultes. Alors, tu te souviens? Le subjonctif, ça sert à rien, tu te souviens? Et vous vous souvenez? Yes, bien sûr. Ça sert à rien? Tu te souviens? Le subjonctif, ça sert à rien? Oui, c'est moi qui avais dit cette ânerie. Tu avais répondu en pleurant presque. Si, ça sert! Même si on ne sait pas encore à quoi. Je te provoquais, ça n'était pas bien méchant. Mais tu réagissais au quart de tour. Et c'est toi qui avais raison, bien sûr. Tu pressentais qu'un monde grandiose se cachait derrière les colonnes bien alignées du tableau de conjugaison. À côté, il y avait les cartes de géographie, la France et ses départements, le monde et ses pays, des taches de couleurs qui faisaient rêver. C'était très bien fait. 2 départements voisins ne pouvaient jamais avoir la même couleur. Pareil pour les pays, avec un gros trait noir pour les frontières. Cela paraissait stable, solide, immuable. Sauf en haut à droite. France, Allemagne, c'était un peu confus. La Creuse était en rouge, bien au milieu de la carte. Toi, tu étais fasciné par les extrêmes. Le plus que parfait du subjonctif était aussi exotique et mystérieux que les Ardennes ou l'Australie. Avec le calcul, déjà, cela n'avait pas été simple. Sérieusement, qui peut dire du premier coup combien font 7 fois 8 ? Sans parler des divisions à virgule. Mais nous ressentions confusément qu'avec les conjugaisons, la logique en œuvre était d'une autre nature. Il y avait dans ces tables quelque chose d'étrange. La difficulté était-elle d'apprendre ou de comprendre? Certains avaient lâché l'affaire et renoncé à l'un comme à l'autre. Toi et moi, nous accrochions. Mais tu le faisais avec une détermination, une obstination qui m'impressionnait. Il y avait les modes et les temps simples
les temps composés et les groupes. Premier groupe en ER, facile. Deuxième groupe en IR, plus coriace. Mais alors, le troisième groupe, tu l'appelais le groupe des rebelles, ton préféré. L'imparfait de l'indicatif était assez sympa. AIES, AIES, AIT, IONS, IEZ, AUNT. À tous les groupes et sans exception. On le trouvait très bien, cet imparfait. Pourquoi s'appelait-il comme ça? Le maître ne nous aidait pas beaucoup. Personne n'est parfait, disait-il avec un sourire indulgent. Imparfait, nous le sommes tous. La première fois, cela nous avait fait beaucoup rire, comme lorsqu'il avait parlé du plus que parfait, en ajoutant « Mais pour qui se prend-il celui-là » Au bout de quelques fois, cela ne faisait plus rire que ceux qui voulaient bien se faire voir et ceux qui venaient seulement de comprendre. Mais le subjonctif, c'était une autre affaire. Le maître était lui-même un peu dépassé. Il s'emploie après que, nous disait-il. En effet, sur le tableau, nous lisions « que je chante »,« que tu chantes »,« qu'il ou elle chante ». Mais cela ne nous disait pas à quoi il pouvait servir. Vous l'emploierez vous-même sans vous en rendre compte quand vous en aurez besoin. Ah, facile. J'ai compris quand j'ai reconnu sur le monument et que j'ai reconnu aussi le subjonctif. Soit. Superbe. Éclatant. Le « que » est ici une option inutile, mais c'est bien un subjonctif dans toute sa splendeur et sa nécessité. Par quoi le remplacer? La guerre est maudite? Ça ne va pas. La guerre sera maudite? C'est plat. Que la guerre soit maudite? Ah, on s'approche. Maudite soit la guerre. Voilà qui claque. Mélange de colère et d'espoir en l'avenir, qui tient du cri de rage et de l'appel à l'action, expression des tripes et de la volonté. Je lis ton nom sur le monument avec tous les autres. Le mien n'y figure pas. J'ai eu de la chance. Mon père est revenu, vivant. Le visage fracassé, l'intérieur du crâne tout mélangé. Et chaque nuit, des hurlements à vous glacer les sangs. Il eût fallu qu'il ne partisse point. Maudite soit la guerre. Vive le subjonctif! Michel Le Bailly. On s'embrasse? Ah, yeah! Maudite soit la guerre! Bravo! On le répétera jamais assez. Faites l'amour, pas la guerre. Yeah! À l'occasion. Voilà, donc je suis heureux de te remettre le deuxième prix de ce... Remets-toi, Benoît, remets-toi. C'est lui qui m'impressionne. Alors moi j'ai un petit billet d'entrée pour un spectacle du théâtre Jean Lursa. Et puis je vais laisser Paco. Alors moi j'ai un bon d'achat pour de la Limousine, donc une librairie associative itinérante. Félicitations, belle... Voilà, donc une librairie que je représente qui... voilà. Merci. Merci. Tiens, le facteur. Tiens, la facteur. Bonjour facteur. Bonjour. Un peu de soleil avec le facteur. Facteur d'orgue, c'est un métier. Facteur de paix, c'en est un autre. On ne fait pas les choses à moitié dans ce pays qui est le nôtre. Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre. Et Éluard qui disait ça, il avait bien raison.
Le poète a toujours raison. Ah ben tiens, décidément tu as bien du courrier ces temps-ci. Et de partout, de tous les temps. Je te savais célèbre, mais de là à recevoir des lettres du futur, ben oui. Le timbre porte la date du 6 juin. Ouais. Oui, mais de l'année, tiens-toi bien, 2147. Ah. Une certaine Ouma Amadi qui t'écrit. Ben voilà. Ah oui. Eh bien, merci bien. Au revoir. Nous sommes maîtres de la terre. Nous nous croyons des presque dieux. Et Pan, le nez dans la poussière, qu'est-ce que nous sommes? Des pouilleux. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent sur nous et crient « Ô fou, ô fou !» Nous nageons tous dans la bêtise et l'on invente des drapeaux. On met la couleur aux chemises. Sous la chemise, il y a la peau. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent sur nous et crient « Ô fou, ô fou !» Écoute le monde en folie, vive la mort, vive la faim, pas un ne crie, vive la vie. Nous sommes tous des assassins. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent sur nous et crient « Ô fou, ô fou !» Et toute la terre qui gronde. Bonne saison pour les volcans. On va faire sauter le monde. Cramponnez-vous, tout fout le camp. Et là-haut, les corbeaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent comme des fous et crient à nous, et crient à nous. La vie pourrait être si belle si l'on voulait vivre d'abord. Pourquoi se creuser la cervelle quand il y a du bon soleil dehors? La 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 Je vais juste faire une précision. Cette chanson date de 1939. Elle était interdite, censurée. C'est Damien qui l'a chantée et qui avait dû à l'époque la retirer de son répertoire. Voilà. Elle s'inspirait de ce qui se passait en Italie. Et aujourd'hui... Nous voici. Je suis en train de lire un livre. Et puis en même temps, je comprends que tu as envie de savoir ce qu'il y a dans cette lettre. Moi aussi, après tout. Bon, ben, le train était à l'heure, et moi je serai un peu en retard. Alors, allez. Qu'ai-je
Jolie enveloppe, toute étoilée. Et pour cause. Number one. Ouma Amadi de Paris. Dis donc, quelle chance tu as. À l'orphelin. Je vous ai trouvé hier, alors que je cherchais dans les décombres de la maison de mes grands-parents. Les 10 derniers jours, vous avez été consacrés. De l'aube au crépuscule, je déplaçais des meubles. Je découvrais d'anciennes salles souterraines et je cassais des murs dans l'obscurité presque totale, avec pour seule faible source de lumière une obsolète lampe de poche. Je ne m'arrêtais qu'une seule fois par jour pour manger ma ration de nourriture de la journée, que j'avais eu la chance de dégoter dans la cave. Et ce matin, j'ai enfin trouvé ce que je voulais. Vous. Depuis toujours, mes grands-parents, M, numéro 62, 30, 20, 69, 27, et F, numéro 62, 30, 20, 71, 73, me racontaient votre histoire. Une histoire que leurs ancêtres avaient eux-mêmes transmise de génération en génération. L'histoire, certes fictive, mais trop réaliste, d'un orphelin ayant perdu sa famille durant la guerre. La première guerre mondiale, pour qui on avait érigé une statue, tel un symbole. Maudite soit la guerre. Vous dites, vous maudissez la mort, vous maudissez ces personnes qui mènent le monde à leur perte. Ah, quelle triste ironie donc de trouver votre statue enterrée sous les ruines de maisons et de tout ce qui a été jadis témoin de paix. Quelle triste ironie de vous trouver sous tous les débris de ce qui a été détruit par la guerre, par l'égoïsme des hommes et par leur incapacité de s'entendre. Quelle triste ironie de trouver une statue promouvant la paix être enterrée sous la dévastation de la 5e guerre mondiale. À 15 ans, j'ai passé ma vie sans connaître la paix, à savoir que des personnes innocentes se faisaient massacrer et tuer, tandis que les personnes qui causaient ces guerres continuaient de les laisser mourir. Lors des rares jours où je pouvais aller à l'école, j'entendais des bombes exploser au loin. Les écoles ont toutes été fermées lorsque j'ai eu 6 ans. Le reste de mon éducation a été faite auprès de mes grands-parents maternels dans leur bibliothèque. Mes grands-parents paternels ayant été tués par la 4e guerre mondiale. Je ne les ai jamais vus. J'ai vu les forêts disparaître au fur et à mesure que la guerre sévissait. J'ai vu toutes les races d'animaux devenir des races en voie de disparition. Et la moitié d'entre elles disparaître grâce au rapport que mes grands-parents arrivaient, illégalement, à se procurer. J'ai vu la terre s'éteindre à petit feu, tandis que les plus riches s'en allaient sur une planète lointaine, qu'ils finiraient un jour par détruire elle aussi. J'ai vu mes camarades devenir eux aussi orphelins au plus jeune âge et être envoyés dans des orphelinats qui étaient si terribles que nous n'osions même pas en parler. J'ai moi-même grandi sans mes parents, tués, bien évidemment, par la guerre. Je nous ai vus être déshumanisés par le gouvernement, en nous retirant nos droits, nous falsifiant nos souvenirs, nous isolant des autres peuples, régions et pays. Le monde était devenu celui qu'avait écrit George Orwell, bien des années avant tout cela, dans un de ses romans, auparavant considéré comme dystopique. Mais il n'avait pas décrit comment les gens ne pourraient plus avoir de prénom, comme c'est devenu le cas 15 ans avant ma naissance.
Le gouvernement ne prend cependant plus la peine de nous tatouer nos numéros d'identité sur la peau, comme l'avait fait un dictateur de la Seconde Guerre mondiale, puisque nous naissons maintenant avec un numéro inscrit sur la peau grâce à une technologie que eux seuls peuvent comprendre. Nous n'avons le droit qu'à 2 rations de nourriture par jour, approvisionnées par le gouverneur local toutes les semaines. Enfin ça, c'était avant qu'une bombe ne vienne détruire nos terres, tuant tout le monde, sauf moi. C'était il y a 79 jours, et il me reste l'équivalent de 12 jours en nourriture. J'écris cette lettre et je l'accrocherai à votre cou, comme pour laisser une trace de tout ce qui s'est passé. Je doute qu'elle ne soit jamais lue par qui que ce soit. Comme disait John F. Kennedy, l'humanité devra mettre un terme à la guerre, ou la guerre mettra un terme à l'humanité. Mais je crois que la guerre aura mis un terme à l'humanité, puisque l'humanité s'est montrée incapable de vivre en paix. Identité F, numéro 62, 47, 93, 70, 17. Rayé. À la place, Charlotte, le 6 juin 2147. Et je vous avoue que cette lettre nous a donné énormément d'émotions, qu'elle a fait l'unanimité, qu'aujourd'hui encore, quand on la lit, on a les larmes aux yeux et qu'on espère sincèrement que notre belle jeunesse arrivera à retrouver cet espoir dont elle a tellement besoin. Merci Ouma, c'est merveilleux, c'est une lettre fantastique. Merci Ouma et bravo. C'est vraiment, je suis assez ému d'avoir entendu cette lettre. Donc je t'offre un petit bon d'achat pour une librairie et un billet d'entrée pour un théâtre qui sont tous les deux tout près d'ici en Creuse et donc loin de chez toi puisque tu nous as fait l'honneur de venir de Paris. Et donc, ça te donnera l'occasion de revenir en Creuse. Voilà. Bravo. Merci à vous. Tiens. Voilà. On arrive. Bouge pas. Ouais. Toujours à l'heure. Toujours à l'heure. Ouais. Ah oui. Si tous les facteurs de la Terre voulaient bien se donner la main et colporter sur les chemins des belles lettres pour faire taire toutes les guerres à jamais, lettres d'amour, lettres de paix, il n'y aurait plus de misère. Quand les hommes vivront d'humour, les facteurs seront troubadours. Ah, c'est une lettre. Ouais, ben c'est la dernière. Ah, bah attends. Oh. C'est une lettre d'Aubusson. Pas d'obus, pas d'abus, pas de boxon. D'Aubusson dans la Creuse. Ah. Mais cette lettre n'est pas creuse, non. Michel Dias. Ouais. Une belle lettre. Eh oui, je te laisse la découvrir. Allez, au revoir. Au revoir. Car la guerre, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. Car la guerre, c'est un massacre de gens qui ne
ne se connaissent pas, au profit de gens qui toujours se connaissent et qui ne se massacrent pas. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats. Je m'éteins dans la rue des Lilas, je m'éteins dans la rue des Lilas, je m'éteins dans la rue des Lilas. Ensemble. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, et pour toujours, que cette guerre infâme. Michel Diaz, au Buisson, 1 rue des Adultes. Celle-ci, je crois bien que c'est la dernière lettre à lire. Et tu vas voir, elle est belle aussi, j'en suis sûre. Elles étaient si belles, ces lettres. Encore une? Allez. Cher orphelin du monument aux morts de Jean Sioux, longtemps j'ai été ton frère de pensée. L'écho de ma prime révolte résonnait dans ton poing levé contre la guerre. Dans ta blouse d'écolier de la République, tu n'étais pas renégat, tu n'étais pas traître au pays. D'un coup, cette tunique aux plis rigoureux conciliait les inconciliables. Patriotisme et pacifisme. Rebelle à la guerre sans l'être à la nation. Rétif au statut de chair à canon sans l'être à la citoyenneté. Tu étais orphelin de Jaurès. Et ta candide posture faisait écho à mon ingénu credo d'alors puisé chez Boris Vian. Si tous les citoyens refusaient de la faire, la guerre n'existerait pas. Et puis tout a changé. Je t'ai trahi, mon frère d'innocence, après que l'école républicaine dont tout revêt l'uniforme m'ait expliqué que tout n'est pas aussi simple, que ton indignation est trop juvénile pour être citoyenne et que le monde est trop compliqué pour être laissé à un mot d'enfant. Oui, je me suis séparée de toi au nom d'une prétendue complexité du réel. Je suis allée vers d'autres monuments plus officiels, autour desquels l'amour de la paix est belliqueux compatible. On m'a fait croire que vouloir la paix, c'est préparer la guerre, que la course aux armements a des vertus apaisantes, que la dissuasion nucléaire garantit le bonheur des peuples. Et comme les sociétés complexes ne sont pas à un paradoxe près, on m'a fait croire aussi que la lutte contre le chômage requiert les licenciements, que l'intérêt général passe par l'inégalité salariale, que la richesse des uns ruissellera sur la pauvreté des autres, et aussi que pour être mieux représenté, il vaut mieux que je me taise. D'aucuns m'ont dit qu'être politiquement responsable, c'est tourner le dos à ta naïveté. J'ai pris les rationalités complexes des États technocratiques
pour le texte du raisonnable. Aujourd'hui, tu pourrais être mon petit-fils, et je reviens vers toi honteux d'avoir cru à ce jeu de dupes. C'est toi qui avais raison. C'est dans la candeur de ton geste que se tient la dignité humaine. Tu es le principe de toute morale. Pardon de t'avoir répudié au nom d'une éthique de la responsabilité et d'un monde adulte dont la complexité engendre des logiques infantiles, pas même dignes d'une cour de maternelle, celle des mensonges d'État jouant à chat perché, celle du « c'est pas moi, c'est lui », des escalades diplomatiques, celle des épidermiques réactions boursières, celle du yo-yo de la finance internationale et de l'aliénante gloutonnerie consumériste. Pendant que le sage orphelin de Jansiou indique la bonne voie, des millions d'imbéciles regardent le doigt de Poutine au-dessus du bouton nucléaire et spéculent doctement sur les stratégies géopolitiques des grandes puissances, dont la puérilité n'a d'égal que la sophistication technologique de leurs armements. Pourquoi sont-ils morts, tous les soldats du monde? Pour la liberté? Mais la liberté n'est pas celle des marchés imposant leurs lois à nos désirs. Pour la justice? Mais la justice n'est que le lendemain éternellement promis et sans cesse ajourné d'une croissance économique qui ruine la planète. Pour la paix? Mais la guerre a repris de plus belle aux portes de l'Europe. La florissante industrie des armes numérise les frappes, digitalise les massacres humains, virtualise ses victimes pour les tuer sans les voir. Les zones de guerre sont de vastes jeux vidéo où meurent concrètement des populations rendues abstraites et les manettes atomiques sont aux mains de quelques fous furieux. Dire avec toi que les champs d'honneur où meurent les populations mobilisées sont d'odieux abattoirs humains, des enfers de chairs ouvertes, de corps mutilés, d'organes arrachés dans d'atroces douleurs. Dire avec toi qu'il n'y a pas de héros au front des guerres, mais seulement de simples gens ravagés de terreur, déféquant leur peur dans le cloaque de la civilisation. Ce n'est pas outrager la mémoire des soldats, c'est dénoncer des siècles de mythologie guerrière et de rhétorique commémorative dont le récit mensonger exploite l'image de nos aïeux pour alimenter les fronts de demain. Le véritable honneur de l'humanité, il est enfermé dans ton poing menu. Il a les accents de ton jeune idéalisme. Il maudit naïvement la guerre, l'injustice, l'indignité. Et cette naïveté adolescente est le creuset de la citoyenneté à venir. Je la veux voir gouverner le monde. Je veux l'entendre fonder le raisonnable sur un rêve d'écolier. Je te le jure à présent, quand les citoyens auront la parole, leur sagesse sera celle des vieux peuples, mais leurs désirs seront ceux de ton âge. La citoyenneté politique sera adolescente ou elle ne sera pas. Merci à Michel Diaz pour ce texte extraordinaire et d'une difficulté à lire. Bravo, madame. Alors, Michel Diaz. Merci Michel et bravo pour ce premier prix des adultes, ce concours. Donc je te remets un billet d'entrée pour le théâtre Jean Lursa. Et puis, ça a quelque chose à te dire. Et voilà, moi je remets encore une fois un bon d'achat du coup pour la librairie La Limousine. Merci beaucoup. Je remercie tous les artistes que nous avons eu le plaisir à entendre ce soir. Pardon d'avoir fait une lettre philosophique et donc difficile à lire, effectivement. Voilà. Juste un mot pour dire que je pense, comme la plupart,
tous les participants ici. J'ai pas du tout écrit ce texte pour gagner un concours, bien évidemment, mais parce que le concours organisé par la mairie de Genceloux, et je remercie aussi Clara Guillaumard pour tout son travail, nous donnait l'occasion pour une fois de défendre la cause du pacifisme sans être ridiculisé, sans être accusé de défaitisme, de lâcheté, de niaiserie, de simplisme, etc. C'est pour ça que j'ai écrit cette lettre. Et je considère que le pacifisme, c'est la cause emblématique du combat pour la citoyenneté. Je m'explique, c'est parce que il y a un philosophe anglais qui s'appelait Bertrand Russell, qui en 1914 et pendant toute la Première Guerre mondiale s'est farouchement opposé à la guerre et a développé un discours pacifiste passionnant. Et l'une des choses tout évidentes qu'il disait et qu'il développait, c'est que en fait la guerre, c'est une affaire de récit. C'est une affaire de récit collectif. C'est le récit collectif qui nous pousse à la guerre, qui pousse les armées à la guerre. Et donc, je pense que le jour où les citoyens pourront écrire eux-mêmes le récit collectif, c'est ce jour-là qu'il n'y aura plus de guerre. Et je pense que cette façon d'accuser de niaiserie, de lâcheté, de simplisme et de ridiculiser le pacifisme, ça fait partie de cet ordre du discours qui nous vole la possibilité d'écrire nous-mêmes notre récit collectif. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est que tous les citoyens du monde s'emparent du récit collectif et ne le confient pas à la raison d'État. Ce n'est pas la raison d'État d'écrire le récit national, c'est aux citoyens que nous sommes. Voilà, je vous remercie. Merci. Une petite remarque à faire. Vous avez peut-être constaté que le hasard des sélections du jury a fait qu'on avait la parité parmi les lauréats, mais que c'est les jeunes filles qui représentent vaillamment la gente féminine dans ce prix. Très bien. C'est un peu en avance aujourd'hui. C'est la dernière. Oui, mais je suis un peu en avance parce que j'ai plus rien. J'ai plus de courrier, j'ai plus de données. Les gens écrivent plus. Faut écrire, hein. Faut pas hésiter parce que je vais quand même le voir, le petit là, parce que. Ouais. Eh oui, j'ai plus de lettres, mon vieux. On s'était habitué à ce que tu reçoives des lettres, en plus des belles lettres. Hein, puis t'as entendu tout ça, hein, toutes ces belles paroles. Parce que toi, t'as pas connu tout ce qui s'est passé après, mon vieux. Et on a eu, hein, maudite soit la guerre. On pourrait le dire et le redire. Il faudrait que tous les enfants comme toi puissent le dire et le chanter. Et voilà. Parce qu'aujourd'hui, bah, si tu savais, figure-toi qu'il y a 80 ans, on a... il s'est passé plein de choses. Il y a eu ce qu'on a appelé la libération. Ouais. Et il n'y a pas longtemps, on a commémoré une bataille d'Oradour. T'as pas entendu, tu connais pas, toi. C'est pas loin d'ici, pourtant. Mais... n'empêche qu'en même temps, il y a des nostalgiques qui voudraient tout recommencer, qui voudraient tout refaire. Alors tu vois, on n'est pas sorti de l'auberge. Et ton subjonctif, hein, on peut le garder longtemps, mais c'est le répéter encore. Hein, allez, sois fier de ce que tu es. On t'écoute. La vérité sort de la bouche des enfants, n'est-ce pas? Allez, à bientôt. Au revoir. Bon, ben, mesdames, messieurs, on le salue. Alain Duval, des Passeurs d'Espoir, notre guitariste du jour. Salut, cher Paul. Ça me fait rire parce que dans la vraie vie, on se fait la bise, mais bon, c'est pas grave. Avec Claude, c'est pareil. Jean-Paul Gady, un de nos Passeurs d'Espoir.
faire la bise. Bah, tu vas pas partir sans me faire la bise. Ah bah quand même. Bon, À quand je te bientôt. fais la bise, non, je sais pas pourquoi je fais la bise qu'à un seul flic. Je sais pas ce que ça veut dire ce truc, c'est pas C'est très... pas terrible, hein. Non, bon, je te serre la main du coup. Ouais, voilà. Corinne Valade, notre magnifique roi porcelaine aujourd'hui. Le facteur, il est où le facteur? Je l'ai pas vu pour le dire au revoir, il s'en va comme ça. Il n'y avait plus de courrier, mais tu peux me dire au revoir. Ah oui. Bon, je te fais la bise à toi. Bon, allez, bon. Allez, j'ai pas de rouge à t'offrir. Yves Lecquart, mesdames et messieurs. Un de nos plus beaux poètes vivants du XXe siècle. Lisez Yves Lecquart. Les facteurs intérimaires. Magnifique poète. Alors, nous appelons tous les primés sur scène, s'il vous plaît. Ainsi que monsieur le maire. Avec ce place. Eh ben, merci beaucoup. Hein. De gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. Car la guerre, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre. Maudits les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas. Je m'éteins dans la rue des Lilas. Je m'éteins dans la... Ne nous éteignons plus dans la rue des Lilas, et dans aucune autre non plus d'ailleurs. Vraiment, ils sont magnifiques ces textes. Félicitations. On a été vraiment gâtés. Oui. Eh bien voilà.